Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous allons parler maintenant des naines blanches. Alors, les naines blanches sont une belle application de la physique statistique, mais nous allons aussi parler plus généralement des étoiles et de la formation des naines blanches et qu'est-ce que c'est qu'une naine blanche. Tout ça est fort intéressant. Alors voyons d'abord comment se déroule la vie d'une étoile. Une étoile d'une masse proche de celle de notre Soleil. Leur fin de vie est ce qui nous intéresse. Leur fin de vie, c'est une naine blanche. Les étoiles nettement plus grosses terminent leur vie en réalité en explosant. Ce sont les supernovas. Initialement, ce qu'on a, c'est un grand nuage de gaz dans une galaxie. Les galaxies sont remplies de très grands nuages de gaz et qui sont en équilibre. Et celui-ci va subir une perturbation quelconque. Ça peut être une collision avec un autre nuage de gaz ou la compression due à l'explosion d'une supernova. Sous cette perturbation, le nuage va commencer à s'effondrer sous son propre poids, puisqu'en fait, il pèse très lourd. Donc, sous la gravité de son propre poids, il va avoir tendance à se contracter. Normalement, sa température, même très faible, pour un nuage de gaz, sa température, c'est de l'ordre de moins 260 degrés ou quelque chose comme ça. Mais cela suffit à le maintenir en équilibre et dès qu'il commence à se contracter, la gravité augmente et il continue à s'effondrer. En général, ces nuages sont vraiment immenses, avec une masse totale qui représente plusieurs milliers de fois la masse d'une étoile. Mais en se contractant, il va se fragmenter en plusieurs grumeaux et on va suivre le destin d'un de ces fragments. Un fragment qui s'effondre sous son propre poids, un fragment d'une masse proche du Soleil. Au fur et à mesure que le gaz s'effondre sous son propre poids, il voit sa pression augmenter. En réalité, le processus est assez complexe, parce qu'il y a une rotation de cette information d'un disque, mais nous n'avons pas besoin de tous les détails ici. Les relations de la thermodynamique nous montrent alors qu'un tel amas voit sa température augmenter. C'est simplement la relation, par exemple, des gaz parfaits. Si la pression augmente, la température augmente. Et elle augmente fortement, d'autant plus qu'il se contracte, est beaucoup plus petit. Donc, augmentation de pression, augmentation de densité égale augmentation de température. À arriver à un certain stade, alors cela prend du temps, cela prend plusieurs millions d'années, le cœur de cette proto-étoile, donc de cette boule de gaz qui s'est formée, beaucoup plus dense, le cœur de cette étoile atteint une température suffisante, de l'ordre de 100 millions de degrés, donc c'est vraiment très chaud, pour que s'allument les réactions thermonucléaires. Alors, l'étoile est initialement composée en grande partie d'hélium, en grande partie d'hydrogène. Il y a aussi une part d'hélium, environ 3 quarts hydrogène, 1 quart hélium, et des traces d'autres éléments. Et la réaction de fusion thermonucléaire est une réaction où plusieurs noyaux d'atomes, donc pas les atomes eux-mêmes, mais leurs noyaux, fusionnent pour former un plus gros noyau. Les noyaux étant minuscules, très petits, et chargés positivement, ils se repoussent. Ils se repoussent par force électrostatique et cette répulsion, quand ils sont très proches, cette répulsion est extrêmement forte. Pour qu'ils puissent s'approcher suffisamment, pour que les interactions nucléaires, donc les forces nucléaires beaucoup plus puissantes, entrent en jeu et fusionnent les noyaux, il faut vaincre cette répulsion entre charges positives, et cela peut se faire, par exemple, avec des collisions extrêmement violentes entre noyaux, qui réussissent alors à les approcher suffisamment. Cela peut se produire, par exemple, avec de l'agitation thermique et des températures extrêmement élevées pour l'hydrogène, de l'ordre de 100 millions de degrés. Le bilan de la réaction est le suivant. On a 4 atomes d'hydrogène,
qui donne un noyau d'hélium plus un rayonnement gamma. Il y a aussi une part non négligeable de neutrinos qui sont émis, mais nous n'en aurons pas besoin dans cette description sommaire du processus. La réaction, telle que celle-là, est un bilan, parce qu'évidemment, il faudrait un hasard incroyable pour que les 4 noyaux viennent se coller ensemble au même moment. Donc en fait, il y a plusieurs étapes, plus ou moins complexes. Il y a ce qu'on appelle le cycle proton-proton, il y a le cycle du carbone. Ça dépend de la taille des états, de la température du cœur, de la composition chimique. Donc, c'est assez complexe, mais on a ce bilan, au final. 4 atomes d'hydrogène fusionnent pour donner un atome d'hélium plus des rayons gamma. La réaction produit une énergie énorme. Donc, en fait, le noyau d'hélium est beaucoup plus stable, contient moins d'énergie, et le surplus d'énergie est dégagé. Et les forces nucléaires étant extrêmement puissantes, cette énergie dégagée est extrêmement forte. Une partie de cette énergie se retrouve sous forme d'énergie cinétique du noyau d'hélium, qui va se déplacer très vite, et une partie sous forme de rayons gamma. Évidemment, l'hélium très accéléré, très à grande vitesse, correspond à une énergie thermique, par collision avec les autres atomes, donc beaucoup de chaleur. Les rayons gamma eux-mêmes, extrêmement énergétiques, vont s'éloigner du centre, du cœur de l'étoile où se produit la réaction, et vont heurter d'autres noyaux, puisque la matière est déjà assez dense. Typiquement, au cœur du Soleil, c'est beaucoup plus que la densité de l'eau, le chiffre exact, c'est beaucoup plus dense que de l'eau. Et ce rayonnement va donc heurter de nombreux noyaux en s'éloignant. En faisant cela, il communique progressivement son énergie aux atomes. Donc le rayonnement gamma perd en énergie, il va finir par donner des rayons X, etc. Et les atomes qui sont heurtés sont excités, mis en mouvement, et donc se retrouvent sous forme de chaleur. L'énergie qui est produite au centre met environ 100 000 ans pour atteindre la surface. Ça paraît énorme. Mais quand le cœur s'allume, il faut encore 100 000 ans pour que l'extérieur commence à briller. En fait, c'est dû au fait que l'étoile est relativement dense déjà, donc les rayonnements du temps pour se faire un passage par des collisions successives jusqu'à la surface. Et en plus, une étoile, c'est pas petit, c'est grand. Une étoile, c'est des millions de kilomètres de rayons, donc ça prend beaucoup de temps. Arrivé à la surface, pour une étoile de type solaire, la chaleur en surface atteinte est alors d'environ 6000 degrés. À ce stade, il n'y a plus de rayons gamma. Il y a ce qu'on appelle la zone radiative au centre, puis après ça fonctionne essentiellement par convection, donc transport de matière, donc comme de l'eau qui remue, et il n'y a plus de rayonnement gamma du tout. On a juste cette couche externe qui est à environ 6000 degrés. Donc la lumière de l'étoile n'est pas directement produite par la réaction thermonucléaire, et pas non plus par ces rayons gamma, donc c'est par un transfert, et le rayonnement lumineux est simplement un rayonnement thermique du gaz de la surface. Surface qui est appelée photosphère. Donc c'est un rayonnement, comme nous avons vu, comme style très proche d'un rayonnement de corps noir, porté à 6000 degrés. À cette température, il y a beaucoup d'ultraviolets, des ultraviolets très durs, et des rayons X. Et ceux-ci sont heureusement en grande partie filtrés par notre atmosphère et la couche d'ozone. Et à la surface vient surtout le rayonnement visible que nous voyons de notre Soleil. Ensuite, on arrive à un stade, après quelques millions d'années de naissance de l'étoile, où plusieurs forces agissent sur l'étoile, donc essentiellement deux. Premièrement, sous son poids, qui est énorme, l'étoile a tendance à se contracter sous son propre poids. Deuxièmement,
La pression due à la chaleur, donc là c'est l'effet thermodynamique inverse, on a beaucoup de chaleur, température élevée et donc une pression élevée. Et il y a aussi la pression qui est engendrée par ce rayonnement gamma qui se propage dans l'étoile. Et ces pressions tendent au contraire à faire gonfler l'étoile. On a donc deux forces antagonistes et elles sont en équilibre. En effet, si l'étoile se contracte un peu, et d'ailleurs il est pas rare que des étoiles ont tendance à pulser, comme ça, à maigrir, grossir un petit peu, à osciller. C'est aussi un peu le cas de notre Soleil, mais pas énormément. S'il se contracte, alors la température au centre grimpe, cela accélère les réactions thermonucléaires en fournissant suffisamment de chaleur, de choc entre les noyaux. Cela produit plus d'énergie, plus de rayonnement, et donc tend à faire gonfler l'étoile. Inversement, si elle gonfle, ça refroidit l'intérieur de l'étoile, qui diminue les réactions, et donc fait qu'elle a tendance à s'effondrer à nouveau sous son propre poids. Il y a donc cet équilibre. Cet équilibre va durer tant qu'il y a des réactions thermonucléaires, c'est-à-dire tant qu'il y a du combustible, de l'hydrogène. Celui-ci est consommé, il se transforme en hélium. Donc, arrive, et cet équilibre, cette combustion de l'hydrogène, dure beaucoup de temps. Pour une étoile de type solaire, cela est d'une durée environ 10 milliards d'années. Notre Soleil, à 4 milliards et demi d'années, il a à peu près la moitié de la durée de sa vie. Puis le combustible finit par s'épuiser. En fait, dans le cœur du noyau, donc dans le cœur du Soleil, c'est là qu'ont lieu les réactions, c'est là que l'hydrogène s'épuise. Quand l'hydrogène dans ce cœur est épuisé, les réactions diminuent. Il y a moins de combustible. Donc, là, moins de rayonnement, et l'étoile a tendance alors à nouveau à s'effondrer sous son propre poids. Cela provoque encore une augmentation de la température du cœur, et lorsque la température devient suffisante, là on parle d'une température de l'ordre du milliard de degrés, très très chaud, c'est l'hélium lui-même qui va entrer en fusion thermonucléaire. Donc, deux héliums vont se fusionner pour fabriquer, de mémoire, du beryllium, et donc vont former des atomes plus lourds. Et un nouvel équilibre peut s'instaurer. Et nous verrons la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.